bah c'est parti, épisode 5 de Comment soirée clap. Bienvenue dans l'épisode 5 de Comment soirée. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le Bonjour. monde. Encore une fois, en fait, on n'a pas annoncé à l'avance de quoi on allait parler. On Du est des coup, filles mystérieuses. Lilo, je te laisse encore une fois dévoiler le grand mystère. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre double culture. Tan, tan, tan. Pour ceux qui ne le savent pas, Cathy et moi, nous ne sommes pas belges. Enfin, moi, j'ai une carte d'identité belge. Moi pas, je me cache au fond d'une cave depuis 30 ans. Non, j'ai un titre de séjour, mais c'est vrai que je n'ai pas de carte d'identité belge dans le sens où je ne suis pas de nationalité belge. Voilà. Alors que toi, oui. Oui. Voilà. On va essayer de ne pas passer pour des... Oui, c'est ça. Pour des vieilles émigrés sans papier. Je suis née en Belgique, mais je suis de nationalité portugaise. Et Lilo, c'est l'inverse en fait. Elle n'est pas née en Belgique, puisqu'elle est née au Mexique, mais elle est de nationalité belge. T'es arrivée à quel âge en fait en Belgique ? Moi, je suis arrivée à 4 ans. À 4 ans ? J'avais en tête plus tard. Ok. Ah non, 4 ans. Tu te Et toi, souviens, t'es t'as arrivée eu- à quel âge en Belgique? Ben, Je moi, suis née en Belgique. à 9 mois. Tu te souviens de ta vie au Mexique ou pas du tout ? Ouais, je me souviens de certaines choses, quoi. Et tu y es retournée de toute façon depuis. Hein. Oui, oui, on y retournait quand même vachement souvent quand on était plus petit. Et puis, quand je suis devenue adulte, responsable de ma propre personne, mes parents ont décidé qu'ils n'allaient plus payer mon propre voyage. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. C'est Et juste donc, merci. du coup, vu que ça coûte cher, on a un petit peu espacé les visites, quoi. Donc, du coup, la dernière fois que j'ai été au Mexique, c'était en 2022. Mais avant ça, ça faisait 10 ans. Et ça t'a manqué ? Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Bah, parce que tu sens que tes racines sont là. Ouais, et puis bon, et la bouffe, quoi. La bouffe mexicaine. s'il vous Je plaît. m'attendais genre, ma famille. Non, la bouffe. Non, la famille, j'ai une trop grande famille. Ouais. Trop grande famille. C'est pas possible de tout. Enfin, je les connais pas tous, déjà. Oui, il y a une tante, une cousine avec qui je m'entends super bien, mais pour le reste, c'est la bouffe, quoi. Ça se tient. J'avoue qu'une des choses que j'aime beaucoup au Portugal aussi, c'est la bouffe. Tu vois. Mais tu sais, je pense qu'au final, hein, c'est pas que ce soit vraiment genre meilleur puissance 1000. C'est le fait d'aller sur place, c'est tout le contexte, c'est le voyage, c'est le fait de se retrouver dans un endroit différent où on sent qu'on a des racines, c'est ça qui fait que c'est meilleur. Par exemple, si je veux rester au Portugal ici en Belgique, ok, c'est bon, mais ça ne m'apportera pas le même plaisir que si je mange la même chose dans un resto au Portugal ou fait par ma grand-mère. Il y a vraiment un côté psychologique en fait juste à la Ouais, mais chose. totalement. Parce que comme toi en fait, j'ai toujours retourné régulièrement quand j'étais petite. En fait, toute mon enfance, on y allait tous les étés. Vraiment genre à la portugaise, on part tout le mois. Mais c'est marrant parce que nous, on partait aussi en été, mais on partait tout l'été. Donc. On Ouais. partait de fin juin jusqu'à limite début septembre. Et vous restiez au même endroit ? Non, on a beaucoup voyagé au Mexique, mais avec la famille du coup. Mais ouais, on partait genre 2 mois. Mais mon père, comme il était indépendant aussi, il nous rejoignait, il restait genre 3 semaines et puis il rentrait, quoi. Mais nous, ma mère, mon frère, ma sœur et moi, on restait la plupart du temps bien 2 mois. Mais c'est cool. Donc ça veut dire quand même que même si tu as quitté le Mexique quand tu étais petite, tu as quand même une bonne vision de ce qu'est le Mexique. Enfin, tu t'en souviens, Oui, quoi, tu sais. surtout le village de ma grand-mère, la ville où ma mère a grandi, et puis les vacances qu'on a faites à l'époque, elles étaient mémorables, quoi. Maintenant, c'est moins. Enfin, franchement, je me souviens de mes vacances à Cancun quand j'avais 9 ans, et j'y suis retournée en 2022. C'est un autre endroit, hein. C'est dégueulasse maintenant, franchement, tu dois payer pour aller sur les plages, tu dois payer... Enfin bref, C'est très horrible. touristique, C'est non ? hyper Ouais. touristique. Après, peut-être que ça n'a pas tant changé que ça. C'est peut-être si, toi si. qui voyais ça avec ton regard Non, d'enfant non. et maintenant... Pas du tout. Non ? Non, ça a vraiment beaucoup changé. Et je crois que Cancun, c'est vraiment l'endroit touristique au Mexique, ouais. non ? En fait, c'est devenu un attrape-touriste. Franchement, je n'apprécie plus du tout aller à Cancun. Avant, j'adorais ça. Même Isla Mujeres, ça a changé de ouf. C'est terrible. Après, ça nous a permis de visiter d'autres endroits, justement, et de savoir où les vrais Mexicains, Ouais. où les Mexicains allaient, et c'est vachement mieux. Oui, ça, c'est le côté authentique. Quand mon copain est parti au Portugal, mais donc dans le sud du Portugal, pour rendre visite à un pote, et donc vraiment, genre du côté de l'Algarve, enfin vraiment, genre où c'est hyper touristique, et il me disait, je ne reconnais pas le Portugal. Parce qu'évidemment, lui, il a connu le Portugal déjà du nord, dans ma famille, où c'est très typique, très authentique, enfin c'est vraiment le petit village au milieu de nulle part. Et il me dit, je reconnais pas en fait, j'ai pas l'impression d'être au Portugal, même au niveau de la bouffe. Genre à un moment donné, il m'a envoyé une photo de ce qu'il mangeait. Je dis, ah mais c'est quoi ce truc ? Il me dit ce que c'est. Je dis, oui, non mais ça ressemble pas à ça, on est bien d'accord. Hein. C'est un plat qu'il aime beaucoup manger au Portugal, et on les restos au Portugal ici. Et vraiment, il m'a envoyé la photo, et on était tous les deux sceptiques, genre, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette ?
Et ils mangeaient en me disant non mais la morue elle a un goût bizarre en fait, c'est genre congelé quoi. C'est typique pour les touristes. Et je pense que c'est ça aussi dont tu parlais à Cancun, c'est que c'est pas dans ces grandes villes touristiques comme ça qu'en fait tu connais un pays. Non. Il faut vraiment aller te perdre, te perdre avec l'habitant quoi. Ouais. Le Portugal, j'étais une fois, on était à Sesimbra. Sesimbra, je sais pas comment ça se dit. Sesimbra, ouais. Pour nous, on allait à Lisbonne, mais en fait, on n'avait pas vraiment regardé. En fait, on était à Sesimbra. Donc à un moment donné, on était là. Ah ouais, quand même, c'est pas tout près. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on loue une voiture. Ok, on va louer une voiture. Et donc du coup, on a fait un petit road trip. Et franchement, c'était cool. On s'est retrouvés dans un hôtel, on était genre même pas 10. C'est bien. Dans la nature, on a vu des falaises superbes, des phares et tout. Enfin bref, c'était magnifique. Mais c'est parce qu'on avait loué une voiture, quoi. Et qu'on s'est dit, allez, viens, on se fait un petit programme. Et puis voilà. On serait resté bloqué, quoi. Ouais. Comme les gens qui pensent arriver à Bruxelles et qui débarquent à Bruxelles Sud, Charleroi. Exactement. Mais ça, j'en parlais il y a encore pas longtemps avec une amie. Et en fait, c'est pas juste d'avoir appelé cet aéroport Bruxelles. Enfin, c'est pas du tout Bruxelles, c'est Charleroi. Alors ok, Bruxelles c'est plus vendeur que Charleroi, mais encore une fois, pour revenir sur mon copain, des amis à lui une fois sont venus ici nous rendre visite à Bruxelles et ils ont pris des billets d'avion pour Charleroi. Pareil, ils n'ont pas regardé et à un moment donné, quand ils planifiaient un peu plus en profondeur leur voyage, ils se sont rendus compte que Charleroi n'était pas du tout à Bruxelles et qu'ils devaient encore prendre un bus pendant 45 minutes. Et c'était tout ça, mais pourquoi appeler ça Bruxelles? Pour moi, ils nous la mettent à l'envers. Mais bien sûr, en même temps, quelle ville a un aéroport dans sa ville? C'est très rare. Bruxelles, justement. C'est 25 minutes, quoi. Oui, d'accord, mais ça reste quand même... Mais ça fait quand même encore partie de Bruxelles. Non, ça Zaventem. Hein. Déjà, t'es en région flamande. Donc... Zaventem, c'est plus Bruxelles? Ah non. Ah ok, j'ai vécu 31 ans d'ignorance. Je pensais que Zaventem faisait partie de Bruxelles. Non, c'est pas une commune bruxelloise. On nous ment. Ouais, on nous ment. On nous ment. Toi, t'as beaucoup de familles en Belgique ou pas du tout? Mes parents sont ici. Du côté de ma maman, j'ai 2 tantes. Une d'elles qui est ma marraine. Du côté de mon papa, en fait, ils sont 12 frères et sœurs. Je crois que littéralement, j'ai la moitié ici et la moitié au Portugal. Mais donc oui, j'ai de la famille ici. Pas des gens spécialement qu'on voit souvent, à part ma marraine. Tout le reste est au Portugal. Après, comme tu dis, c'est tellement grand qu'il y a des gens que je connais pas. Surtout du côté de mon père, en fait. Parce qu'il y a vraiment des oncles et des tantes que j'ai peut-être vu genre une fois dans ma vie. Et leurs propres enfants, je les connais pas. J'entends des noms, tu vois, je connais les prénoms. Et du côté de ma mère, oui, il y a quand même pas mal de gens. Et puis tu sais, c'est le genre de village où au final, des fois... genre tu discutes avec quelqu'un et puis dans une conversation tu te dis ah mais oui c'est un cousin éloigné et des fois t'as presque l'impression genre que dans ce village genre si tu cherches bien de près ou de loin tout le monde un peu fait partie de ta famille quelque part. Donc tu te dis quand même ce petit village de quelques centaines de personnes il y a quand même beaucoup de va-et-vient, de business. Donc c'est absolument pas une bonne idée de dater quelqu'un dans ce village. Ça peut être ton cousin au 4e, 5e degré. Non, j'exagère en disant ça. Et c'est encore une fois en ayant emmené mon copain là-bas que je me suis aussi rendu compte de ça. Parce que vraiment des fois, il me dit oui, c'est qui la personne là à qui vous parliez? Ah bah c'est un cousin. Et là c'est qui? Ah bah c'est une cousine. Et à un moment donné, t'es là, mais vous êtes tous cousins, vous êtes tous cousines, c'est bizarre votre truc. C'est le village vous appartient en fait, c'est ça? C'est vraiment le village de la famille, ça porte notre nom, tu vois. On est les familles pionnières. C'est ça. C'est notre village. Quand tu sais que oui, que ce village a commencé avec littéralement quelques familles, j'ai plus le chiffre exact, mais quelques familles qui sont installées là, et que de là ça a fait le village il y a quelques centaines d'années, oui, si tu réfléchis en fait, comme Adam et Ève, hein, à un moment donné on vient tous de même quoi. Il faut vraiment passer pour des vieux consanguins alors que c'est pas ça du tout. C'est vraiment hyper rural. Jusqu'à mes au moins 13-14 ans, envoyer un SMS là-bas c'était galère quoi. T'avais pas de réseau. Je me vois, ah ouais mais vraiment tu fais le geste mais c'est ça. Je me vois vraiment genre, il fallait vraiment capter le bon endroit. Tu mettais limite, genre t'étais limite sur un pied avec ton autre main en l'air et vraiment genre quand tu avais déjà écrit ton SMS et quand tu voyais qu'il y avait une barre qui apparaissait, bam t'appuyais sur envoyer et là si t'avais assez de chance le SMS s'envoyait. Il fallait pas te déséquilibrer ton pied à ce moment-là parce que t'avais déjà plus de réseau. Purée quoi. C'était cool en fait. Je trouvais ça chouette justement de vivre ici dans cette grande ville qu'est Bruxelles et puis de me faire tout un mois au Portugal où au final c'était hyper différent et où on se retrouvait à faire des cueillettes, tu vois, à planter des trucs. C'est là vraiment où tu vois vraiment cette double culture et cette double vie. Ouais, où mes amis d'école, la plupart, ils allaient en vacances avec leurs parents, enfin découvrir de nouvelles trucs, aller dans des clubs ou quoi, tu vois. Et moi j'allais chez ma petite grand-mère qui me faisait à manger, mon grand-père qui m'emmenait voir ses pigeons et ses vignes. C'était des vacances tellement différentes, mais c'était cool. Je me souviens des fois des questions du style mais vous voyagez jamais, genre pour voir des choses. Quand t'es loin de ta famille, en tout cas cette culture-là, cette culture d'où viennent mes parents, les jours de vacances que tu
tu les utilises pour passer du temps avec ta famille. Ben, pareil chez nous, hein. Parce qu'on allait au Mexique, d'accord, c'est cool, c'est le Mexique, mais on passait littéralement 2 mois, 2 mois et demi avec la famille. Et on organisait des vacances au Mexique, genre voilà Cancun par exemple, tu vois, parce que ma famille elle est plutôt du centre du Mexique. Et Cancun, c'est tout le sud. Du coup, on s'organisait des voyages avec certains membres de ma famille. Mais c'est clair, nous, on ne partait pas souvent en vacances. Mais quand on partait en vacances, c'était au Mexique, quoi. On partait plus ou moins tous les 4 ans parce que on était 5. Oui, bien sûr, c'est un sacré budget. Donc c'est un sacré budget. Et donc oui, pareil, quand on allait au Mexique, c'est vrai qu'on ne visitait pas non plus beaucoup. Au final, on allait dans le village de ma grand-mère et puis on visitait aux alentours. Et la ville où ma mère a grandi est juste à côté. Ou bien on allait chez ma tante de l'autre côté. Enfin bref, pas trop loin, quoi. 2-3 heures de là où habitait ma grand-mère. Je me rends compte que je connais pas vraiment beaucoup le Mexique. Pareil pour le Portugal. Parce que on n'allait que aux endroits stratégiques où il y avait ma famille, tiens. Oui, parce que le but, c'est de passer du temps avec la famille. Voilà. Le dernier voyage que j'ai fait au Mexique, du coup, c'était pour faire connaître mes origines à mon partenaire. On est parti vraiment dans l'optique, on va voir des membres de ma famille, mais on va vraiment visiter le Mexique. Donc on s'est fait un road trip dans tout le Mexique. J'ai vu des endroits que je connaissais pas, que j'ai découvert avec mon copain. Ça me laisse un autre souvenir aussi, qu'avant on était très fort juste dans un village ou dans une région du Mexique. Là, on a vraiment fait du milieu jusqu'au sud. Enfin, voilà. Ouais, et puis c'est une autre dynamique, on ne sait pas avec ta famille. Totalement. Évidemment. Et je me rends compte aussi des avantages que tu as de voyager avec des gens qui habitent là. Parce que, mine de rien, quand tu n'habites pas dans le pays, tu perds le langage, tu perds les manières de parler, tu perds plein de choses, quoi. Et en fait, quand je retourne au Mexique, malheureusement, mon espagnol, c'est un espagnol avec un gros accent francophone. Donc les gens reconnaissent. Les gens reconnaissent mon accent. Mon partenaire, c'est un type d'1m90 blond. Et donc, du coup, directement, on se fait spotter comme des gringos, tu vois, des touristes. Des gringos. C'est vraiment comme ça qu'au Mexique, oui, mais ça, c'est vraiment très raciste. Hein, mais oui. Ouais. Et donc, on a les prix des touristes, quoi. Alors que quand je vais avec ma famille, j'ai toujours un oncle ou une tante qui est en train de faire la négociation. Qui fait la négociation. C'est ma grand-mère qui négocie sur le marché, ça. Et puis bim. Alors que moi, déjà, j'osais pas vraiment négocier. J'avais un peu peur de dire que j'étais mexicaine. Surtout que quand je parle espagnol, t'entends cet accent qui est absolument pas mexicain. D'autres personnes qui parlent l'espagnol vont me dire mais tu parles très bien, t'as pas d'accent. Mais dans le pays, quand t'es au bled, ils le savent direct. Ils sentent que tu viens pas de là. Oui, mais ça, je pense que oui. Peut-être aussi, ne serait-ce qu'à l'apparence, à la manière dont tu te comportes. Clairement, moi, quand on me voit arriver, on comprend que je vis pas là. C'est écrit sur mon front. Oui, et j'ai beau parler la langue, quand tu ne vis pas là, il y a du vocabulaire un peu qui te manque des fois, parce que c'est une langue que tu n'utilises pas tous les jours. Après, je trouve que c'est très bien quand même qu'on soit capable de parler la langue. Je connais beaucoup de personnes qui sont cette génération de Portugais, qui sont nés ici, enfants de parents immigrés. Et en fait, il y en a beaucoup qui ne parlent pas un mot de portugais. Et pourtant, c'était aussi des enfants qui, comme moi, passaient 1 mois dans le village. Et du coup, ça donne des trucs bizarres où, en fait, tu as une personne qui n'a jamais pu avoir une conversation avec ses grands-parents, par exemple. Chelou. C'est chelou, mais je t'assure que c'est très, très fréquent. C'est même au point où, souvent... on me faisait la remarque à ma mère de dire « Oh, elle parle portugais, elle parle bien, oh, c'est bien et tout ». Je sais pas en fait pourquoi ne pas apprendre la langue aux enfants au final, tu vois, je comprends pas trop pourquoi. Mais c'est vrai que nous à la maison on a toujours parlé portugais, donc je suis tout à fait confortable d'être au Portugal et de parler avec ma famille. Et du coup, moi je pense que de ce côté-là, j'ai la chance parce que j'ai développé une vraie relation avec mes grands-parents. Tu vois, j'ai pas eu besoin d'avoir un traducteur, quoi. Avoir tout le temps ta mère qui doit derrière à dire « Ah oui, elle dit qu'elle veut un verre de lait ». Je sais pas moi comment ça se fait que j'ai gardé mon espagnol. Bon, après je suis arrivée à 4 ans, moi j'étais déjà une Miss Babotte, donc je parlais énormément en espagnol à l'école. Et en fait j'ai l'impression vraiment que l'espagnol que j'ai encore aujourd'hui, c'est l'espagnol de quand j'avais 4 ans. Après j'étais très douée, hein, donc j'avais un beau vocabulaire. En fait on n'avait pas eu vraiment de préparation. Genre on est arrivé... je pense en décembre 91, genre en janvier, on rentrait à l'école. Et on ne parlait pas un mot de français. Donc moi, j'ai appris en fait en allant à l'école, quoi.
Et en 6 mois, je parlais français, quoi. Mais parce que quand t'es petit, ça rentre vite, quoi, tu vois. Ma mère nous parlait encore en espagnol, mais pas assez pour entretenir ça. Parce qu'on n'avait pas des grandes conversations philosophiques non plus, quoi. Puis quelque part, elle voulait vous intégrer, en fait. Mais oui. En disant, on parle en français, peut-être que ça les intégrera plus vite. Voilà, et donc du coup, on parle français entre nous, même encore maintenant. On parle espagnol généralement quand on veut pas que les autres nous comprennent. Généralement, quand je suis au Mexique, quand j'arrive au Mexique, j'ai comme un blocage parce que j'ai tout le temps envie de parler français. Ah, mais il y a un switch à faire, clairement. Et ça met bien 4-5 jours avant que mon cerveau soit habitué en fait à parler qu'en espagnol. Bon, après, le fait que je parle en plus anglais avec mon partenaire, ça rajoute un bullshit dessus. Mais nos cerveaux sont compliqués. Putain, parce que j'ai la même chose et des fois, en fait, j'oublie tous les mots sauf en anglais. Ça m'est arrivé genre de sortir des expressions en français et je vois dans la tête de la personne à qui je parle que ça ne veut absolument rien dire. Et en fait, c'est parce que littéralement dans ma tête, j'ai traduit une expression, donc un truc qui est quand même très très propre à une langue, dans une autre langue et que je la balance comme ça, genre franchement, c'est une grosse soupe, quoi. Ouais. C'est une grosse soupe. Surtout qu'en plus, nous dans la famille, avec mes parents, on a toujours parlé un espèce de frontugais comme ça. Tu vois, on commence une phrase en portugais qu'on peut finir en français. C'est un peu genre première version du mot qui te vient en tête et celle que tu utilises. Et du coup, blablabla. Et je pense que des fois même on traduit un peu comme ça des mots bizarrement. Tu vois, mais on se comprend entre nous. C'est ça. Ben, c'est ce qui arrive avec nous aussi. Avec ma mère et ma sœur, avec mon frère aussi. Quand on parle, des fois, je sais pas comment ça se fait. On commence en espagnol, on finit en français, ou bien on commence en français puis on passe à l'espagnol. Enfin, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment ton bizarre. Cerveau fait juste ça des fait trucs vraiment comme ça. Un mix. Ouais. Même ma sœur, elle invente des mots, comme tu dis, quoi, moitié français, moitié espagnol. J'ai compris ce que tu as dit, mais ça n'existe pas. Oui, mais c'est juste parce que notre cerveau a tellement cette élasticité de connaître différentes langues. Et ce qui est bien, c'est une chance, hein, en fait. Parce que l'air de rien, toi, tu parles espagnol sans jamais avoir dû l'apprendre. L'espagnol, c'est quand même une langue qui est hyper utilisée. Je pense que quelque part, en fait, cette double culture et ce double langage, ça nous ouvre un peu. Je dis pas que c'est une vérité générale, mais je pense que d'avoir cette espèce de clic comme ça dans ta tête où tu es capable de passer d'une culture à une autre, d'une langue à une autre, ça favorise quelque chose, je pense, au niveau de la façon dont tu vois les choses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est totalement clair parce qu'on a une capacité comme ça à ne pas directement juger une culture. Parce que j'ai quand même vachement voyagé dans ma vie. Il y a des endroits comme ça qui sont totalement pas du tout dans la manière dont toi tu as été élevé. Et tu arrives quand même à avoir cette ouverture d'esprit. Ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine capacité à accepter. À accepter de la culture des autres. Bah oui, et puis surtout que nous, on est issus de double culture, mais en plus de ça, on vit avec... Donc en plus une troisième culture. Donc tu Je vis avec un gars qui met des haricots sauce tomate sur un toast et qui dit que c'est bon. Ouais, moi je vis avec un gars qui adore le Schlager. On les a bien choisis. A bien choisis. Je pense réellement que, c'est bizarre ce que je veux dire, mais je ne suis pas la même personne ici et là-bas. C'est pareil avec ta voix. Tu as une voix différente quand tu parles français ou portugais ou anglais. Mais c'est fou que juste le fait d'être à un endroit ou de parler une langue change la manière dont tu es. Je sais que quand je vais chez ma grand-mère, c'est la culture de la telenovela. Elle regarde plein de séries comme ça, des trucs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle regarde ? Donc lui, là, il était marié avec qui ? Ah oui, ok, sa femme était morte. En fait, elle est pas morte, elle est réapparue en blonde, déguisée par machin. Enfin, c'est toujours des histoires, mais des trucs. Tu te demandes où les gens vont sortir ça. C'est toujours des problèmes de riches. C'est toujours des riches qui ont des problèmes de riches, déjà. Enfin, genre tout le Portugal est riche, on savait pas. Et là où, par exemple, ici, je regarderais genre de séries en me disant, mais jamais de la vie, je m'arrête là-dessus. Là, je peux me prendre le jeu. C'est vrai que t'es pas vraiment la même personne. C'est vrai que c'est intéressant de dire que peut-être que, tu vois, si on n'avait pas grandi ici, on serait pas les personnes qu'on est. Moi, je sais pas. Franchement, je t'avoue que je sais pas. Je pense que je serais quand même devenue ce personnage féministe un peu alternatif, quoi. Ouais. Je pense que d'office, je serais devenue cette personne-là. Alors peut-être que j'aurais une autre mentalité, peut-être que je serais partie directement dans un truc, vraiment dans un métier culturel ou artistique ou ce genre de choses. Mais je pense qu'en définitive, je serais moi, mais en version mexicaine. Alors que maintenant, je suis moi en version belgo-mexicaine. Tu crois que tu aurais eu la liberté d'être toi-même comme tu l'as ici ? Je pense parce que j'ai une famille, en tout cas du côté de ma mère, où les femmes de ma famille sont vachement plus ouvertes. J'ai des cousines qui ont mon âge et qui sont identiques, limite plus extrêmes, tu vois. Ouais. Je connais pas bien la culture mexicaine. Hein, donc, mais après, nous, on n'a pas grandi dans un petit village, on est quand même dans une ville assez importante. Oui, ça en fait, je visualise pas.
jeune, je sais pas en fait. Donc peut-être que si j'avais vécu dans un petit village, peut-être ça aurait fait une différence. Dans le village de ma grand-mère, qui était un village assez pauvre, parce qu'en fait une grande partie de ma famille est pauvre, très 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 pauvre au Mexique. Ouais, si j'avais grandi dans ce village, je pense que là j'aurais été différente. Mais vu que ma mère, c'est quand même une femme moderne qui vit un petit peu avec son temps, si elle s'était pas adaptée, je pense qu'on serait vraiment fâchés l'une avec l'autre. Mais je pense que moi j'aurais été comme je suis maintenant, sauf qu'au Mexique, c'est un petit peu plus difficile d'être vraiment féministe, vraiment alternative, surtout dans des villes qui sont un petit peu moins importantes que Mexico, ou bien Oaxaca, ou Guadalajara, ce genre de trucs. C'est vraiment difficile en fait d'être alternative parce que t'as toujours des gens qui comprennent pas, une cousine qui s'est fait agresser à cause de ça. Donc enfin voilà, mais je pense que ça m'aurait pas arrêté quoi. Je pense vraiment que je serais aussi tatouée, que je serais aussi percée, que je serais aussi décolorée, tu vois, si j'avais été au Mexique. Après c'est clair que on s'adapte. Les choses que je dis ici, tu vois, par exemple, je les dirais peut-être pas là-bas. Bien sûr, il y a des choses que j'entends et que je vois avec lesquelles je suis pas d'accord et des fois je réagis, des fois pas. C'est ça aussi en fait, c'est savoir un peu les limites de ce que tu peux dire pour quand même pas provoquer une grosse dispute à table. Je sais qu'il y a certaines idées que j'ai qu'on ne comprendrait pas de toute façon. T'es obligé entre guillemets de la fermer pour pas créer de vagues en fait. Et puis ça fait un petit peu aussi, tu vois, parce que mon pays d'origine c'est un pays en voie de développement qui s'est vachement amélioré niveau rendement et modernité, etc. Mais j'ai ce truc, cette petite culpabilité de vivre dans un monde, alors je suis désolée, ça va peut-être paraître raciste, mais de vivre dans un monde de blanc occidental où mine de rien je gagne bien ma vie. Ma mère a quand même bien évolué en Belgique. Mon père était entrepreneur, donc il est assez aisé, et que quand je retourne au Mexique, j'arrive enfin maintenant moins parce que les autres générations ont vraiment commencé à faire aussi de la thune. Mais quand j'arrivais chez ma grand-mère quand j'étais plus jeune, c'était des murs en béton, sans papier peint. Le village, je me souviens, quand j'arrivais, il n'y avait pas de rue bétonnée à l'époque. Ils ont bétonné genre début 2000 et encore. Donc t'as un peu de culpabilité par rapport à ça ? Mais surtout par rapport au fait que vas-y, moi j'arrive avec mon progrès. Je n'irai pas leur apprendre comment vivre, tu vois. Ah non. Et je n'irai pas leur dire ah putain t'es fucking raciste ou t'es fucking sexiste, what the fuck. Ça je fais avec ma mère parce que ma mère elle habite ici en Europe, mais tu c'est vois. exactement ce que je disais quand je disais je choisis quand je l'ouvre et quand je l'ouvre pas, parce que tu dois quand même comprendre que c'est une autre culture, que c'est quand même de mon côté quand même une petite culture de village, ça reste très traditionnel, très catholique, enfin tout ça laisse des traces, il n'y a pas de... Ouais, c'est ça en fait, des fois on doit choisir, je pense, ce qu'on dit pour être sûr de pas créer un choc culturel. Voilà, parce qu'au final ces gens-là n'ont pas choisi de vivre dans leur maison, bétonnée. Non, c'est ça. Ma grand-mère, c'était vraiment une paysanne. Voilà, tu vois, au final, elle a fait sa vie là où elle est née, en fait. C'est ça, là où nous, on a eu, entre guillemets, la chance, nous amène ailleurs. Ma cousine est venue nous rendre visite. Et à l'époque, j'étais avec mon ex-copain. Et vu qu'on n'habitait pas du tout dans la même ville, il venait passer des fois 3-4 jours chez moi, enfin chez ma mère du coup, parce que moi j'habitais avec ma mère. Et c'est absolument pas du tout dans la culture mexicaine d'avoir son petit copain chez sa mère. Tu veux dire dormir ou juste chez la mère, enfin qu'il soit là durant la journée ou dans la chambre? Non, dormir, qu'il soit là, dorme avec moi dans mon lit, qu'on ait notre espace, on va dire, avec la porte fermée. Voilà, avoir des rapports sexuels dans la maison de ta mère en fait, tu vois, ou même d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Et je me souviens qu'elle était venue pour passer le Nouvel An parce qu'elle était fille au père à Francfort, et elle était pas choquée, mais en même temps elle était là en mode... C'était ma fille et elle ferait pas ça, quoi. Non, genre plutôt, waouh, c'est trop bien. Ah ok, je pensais que tu disais qu'elle était choquée. Ah non, pas du tout, elle était choquée positivement, elle était là en mode, attends, quoi, c'est possible ici? Et je me souviens qu'elle avait posé plein de questions et qu'elle disait, et ma tante, elle dit rien. Et non, pourquoi est-ce qu'elle dirait quelque chose? Je vois pas en quoi c'est mal. Puis au final, elle est retournée au Mexique et elle a un petit peu reproduit ce schéma-là. Et oui, et ma mère, elle, ce qui est étonnant, c'est qu'elle m'a toujours dit, j'avais pas grandi avec vous, si j'avais pas accepté que je vous élevais dans une autre culture, c'est d'office que t'aurais pas eu de petit copain avant que tu sois mariée, meuf. Et j'étais là, oui. Alors, oui, c'est d'office que j'allais te faire chier pour que mon petit copain vienne dormir à la maison. C'est d'office que j'aurais eu un mec, mais tu l'aurais pas su, en fait. C'est ça. À un moment donné, c'est vrai, t'acceptes que tes enfants grandissent dans cette culture en essayant peut-être de t'adapter avec ta culture à toi. Mais c'est clair qu'il faut que tu acceptes que
Peut-être au Mexique ça se faisait pas, genre les tatouages au Mexique c'est hyper mal vu, enfin moi maintenant, mais quand j'ai commencé à me faire tatouer, enfin même ma tante elle m'a dit mais tu vas pas trouver de travail, tu es les drogués, les... Putain, c'est ma Enfin mère, voilà, ça. c'est le truc classique. Au Ouais. final ça reste des choses que j'ai faites, que ma mère a acceptées, ma mère a même tatoué. Mhm. Ma mère m'a toujours dit j'ai grandi avec vous parce que je me suis adaptée et j'ai accepté beaucoup de choses. Alors elle a toujours des commentaires au début, mais c'est vrai qu'au final, elle accepte, elle digère, elle grandit et tout, Oui, quoi. ça, elle apprend. Chose que beaucoup de mamans mexicaines ne font pas. De mon côté, j'ai pas été élevée genre de manière stricte, je vais pas dire ça, mais je pense pas que ma mère était aussi consciente que la tienne qu'il fallait quand même laisser la place à cette culture dans laquelle on vivait. Par exemple, mon copain, avec qui je suis restée de mes 18 à mes 22 ans, il ne dormait pas chez nous. Moi, je dormais chez lui, et ça, mes parents le savaient, mais dormir à la maison, ça aurait été hors de question, parce que justement, pour mes parents, surtout ma mère, je pense, non, hors de question qu'on prenne le risque qu'il se passe quoi que ce soit sous notre toit. Il est venu une fois au Portugal avec nous, et ça faisait déjà, je sais pas, bien 2 ans qu'on était ensemble. On n'a pas dormi ensemble. Ils l'ont mis dans une petite chambre chez ma grand-mère, la seule chambre où il n'y a pas de fenêtre. Où à l'époque, je sais qu'à un moment donné, il y avait un lit, comment on appelle ça, superposé. Je sais pas si à l'époque, non, je crois qu'il n'y avait plus de lit superposé. Je crois que c'était déjà un lit, genre un lit, une personne. Ils l'ont mis dans un placard, quoi. Mais limite, quoi, tu vois, c'est l'endroit où genre ma grand-mère a son bac à linge. En fait, on l'appelle même littéralement la chambre sombre, tu vois, mais parce qu'en fait, c'est vraiment, oui. Quoi, cool, parce qu'en fait, il n'y a pas de fenêtre, donc cette porte vraiment, genre une fois que tu fermes la porte de cette chambre, il fait tout noir. C'est fou. Ah oui, oui, c'était pas, comme j'ai dit, une éducation stricte, mais j'avais quand même bien cette différence marquée. Chez nous, on fait comme ça. Les Belges font d'une autre façon, ok, bien pour eux, chacun gère ses enfants comme il veut, mais chez nous, on fait comme ça. Moi, je pense que ça a aidé du fait que ma mère était mariée à un Belge. Oui, sûrement. Que mon père est belge, enfin mon père adoptif, mais que c'est mon père. Après, je sais que mon père était plus strict que ma mère. Ma mère a accepté plus facilement que mon copain vienne dormir que mon père. J'ai jamais vraiment eu de règles mexicaines à la maison. Au début, quand on est arrivé en Belgique, je me souviens que ma mère nous faisait faire la prière avant d'aller dormir. Mais c'est un truc, parce que mon père est athée, qu'on n'a pas continué à faire. Et ma mère nous emmenait aussi à l'église le dimanche. Ma mère est chrétienne, elle est toujours, mais elle est plus pratiquante. Quand tu dis qu'elle vous emmenait à l'église le dimanche, ça s'est arrêté à quel moment? Je dirais 1 an après qu'on soit arrivé. Parce qu'elle y allait toute seule avec nous. Mon père voulait pas y aller. Et je crois que pour elle, c'était un truc de famille. Et pareil pour la prière, je pense qu'au bout d'un moment, moi, je me suis rendu compte que, en fait, autour de moi, il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient la prière. Puis que le gars là-haut, dans l'absolu, te répondait pas. Voilà. T'avais beau demander en poney, le poney, il était pas là le matin. Pourquoi j'ai pas ma chambre rouge comme je voulais? Je ne comprends pas. Ouais. Non, mais c'est un truc de ouf. Donc voilà. Et après, je suis rentrée dans une école catholique. Là, ça a commencé. J'ai commencé à avoir des enfants qui faisaient la prière. On avait la messe, etc. On a préparé notre première communion et tout. C'était une école très, très multiculturelle. Il y avait beaucoup de Portugais, d'Espagnols, tu vois. Et je me souviens que mes meilleures amies, c'était portugaise. Elle s'appelait Margarida. Et elle allait même dans... C'est pas des scouts, mais c'est des scouts catho, quoi. Et je me souviens que j'avais accompagné une fois et que tu devais aller te confesser. C'était trop chelou, quoi. C'était trop chelou. Enfin, bref, moi j'ai arrêté d'être chrétienne catholique depuis que j'ai 7-8 ans en fait. Et quand je vais au Mexique, en fait je me rends compte que en fait dans ma famille ils sont hyper croyants. Hyper croyants. Ouais, et alors que moi je suis très loin de tout ça. Ici par exemple t'as les processions de la Vierge genre très très régulièrement où les gens donnent de l'argent et tout. Genre les baptêmes là-bas c'est genre la fiesta. Genre, la fiesta. Baptême, communion, profession de foi, confirmation, moi je les ai toutes faites. Baptême au Portugal, mais donc communion, profession de foi, confirmation. Ma grand-mère, genre elle est venue, tu vois, spécialement pour ça. Ici en Belgique? Ouais, spécialement pour la communion. Parce que pour je sais plus, la confirmation ou la profession de foi, il faut genre un parrain et une marraine. Ma tante et mon oncle que j'avais choisi, ils sont venus pour ça. Enfin, genre vraiment, les gens se déplacent pour ça. Parce que comme tu dis, c'est grosse fiesta, c'est très important. Au resto, machin et tout, on te donne des sous, on donne plein de cadeaux. Enfin, c'est démesuré, quoi. Mais en Belgique aussi, mais c'est plus pour les communions, tu vois. Mais je pense que c'est plus une excuse pour vraiment avoir des cadeaux. Enfin, je veux dire, personne va à la messe. Bah non. Au Portugal, oui. Ma grand-mère va à la messe au Mexique aussi, si empêchement, mais c'est vrai qu'ici, moi, mes parents, je crois qu'ils m'ont jamais emmenée à la messe, quoi. Après, oui, je sais qu'ils sont catholiques, mais ils sont pas pratiquants. Je pense que la seule vraiment dans la famille qui est encore pratiquante, c'est vraiment ma grand-mère. Elle fait partie de ces personnes qui fleurissent l'église le samedi, en vue de la messe le lendemain. Chaque personne qui fleurit l'église, en fait, a vraiment son petit hôtel attitré. Tu as différentes zones dans l'église où à chaque fois il y a des fleurs et genre une petite nappe et tout. Et donc elles sont plusieurs personnes à avoir vraiment, comme je disais, leur
de petit hôtel désigné. Chaque semaine, c'est le même endroit qu'elles fleurissent. Donc là où tu mets les fleurs, tu mets aussi genre une jolie petite nappe. Ma grand-mère, de temps en temps, elle fait faire une nappe au crochet, tu vois, mais genre ça lui coûte honnêtement les yeux de la tête. Mais bien sûr. L'argent qu'elle n'a pas, on va pas se mentir. Voilà, pour mettre ça là, pour que ce soit joli. Et ça, typiquement, c'est le genre de sujet sur lequel moi je ne me lance pas parce que je vais pas essayer d'expliquer que le Vatican est un des États le plus riche du monde, que c'est pas elle en tant que petite personne retraitée, veuve, qui doit aller s'embarquer à payer des 200-300 euros pour des nappes. Ok, voilà, je vais pas me lancer là-dedans parce que c'est son truc, c'est ce qui la rend heureuse, il va avec sa copine, c'est très bien. Mais voilà, c'est typiquement un truc où je dis, là, moi, de mon point de vue, de personne clairement qui n'est absolument pas croyante. Moi, j'ai aussi à un moment donné arrêté de croire en tout ça parce que comme des choses qui pour moi sont un peu fausses. En fait, dans le catholicisme, je vois une espèce d'hypocrisie comme ça qui me met mal à l'aise. Mais voilà, je lui laisse son petit truc. Mais de mon point de vue, je vois des choses où je me dis, allez quoi. Pareil, moi, il y a des traditions mexicaines que je vois très très mal. Il y a cette fucking fête dégueulasse qui s'appelle la quinceañera. Donc, quand les meufs, elles ont 16 ans, t'as les parents qui s'endettent. En tout cas, pour ceux qui ont très peu de moyens, qui s'endettent de ouf, mais de ouf, pour faire une grosse fête où en fait la meuf, elle est habillée limite en robe de mariée, vraiment une robe de princesse, quoi, tu vois. Et ça invite tout le village, toute la famille, etc. Et ça a des escortes, des mecs qui accompagnent la meuf toute la journée. Et en fait, la quinceañera, c'est une sorte de... tu la mets sur le marché, bal de débutante, exactement. C'est, regardez ma fille, elle est prête à marier. Ça dégueulasse. Tu fais une tête de dégoût, en fait. Hyper sexiste. Mais en plus de ça, les gens s'endettent de ouf pour faire des soirées de malades. Alors que on s'en bat les reins, quoi, tu vois. Ah oui, c'est une vieille tradition qui, à mon avis, n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, quoi. Mais absolument tout le monde fait ça. Enfin, vraiment, genre, c'est un passage... Ouais, mais c'est un peu comme ces balles des débutantes qui font dans la high society. Oui. Mais c'est pareil en fait, c'est genre je vous présente une femme à marier. Oui, tu la mets sur le marché. Et tu la mets sur le marché. Et en fait, c'est très problématique parce que aussi au Mexique, mais je dis pas partout au Mexique, mais dans les zones où vraiment les gens sont pauvres, où les gens sont hyper cathos, etc. Il y a plein de femmes, de filles de 16 ans qui tombent enceintes parce que pas de capote, parce que pas de contraception. Et bien sûr, ça se fait sous le manteau parce que tu peux pas avoir de rapport sexuel avant le mariage et tu peux pas avorter parce que t'es catho, tu vois. Enfin bref, c'est horrible. Oui, alors comme ça, tu pourrais juste en fait assumer que les choses se passent et du coup éduquer en fait les jeunes correctement. Déjà ici, on se plaint de la pression sociale par rapport à tout ça, à ce que où tu devrais être par rapport à ton âge, genre tu vas avoir 37 ans, t'as toujours pas ta maison, t'as toujours pas d'enfant, t'es toujours pas marié, t'as toujours pas de voiture, t'es juste là. J'ai des chiens. J'ai des chiens, putain, j'ai des plantes qui sont en vie, pour la plupart. Non, j'ai un boulot. Mais c'est vrai que nous ici, on se plaint déjà de cette pression. Là-bas, c'est bien, là-bas, pire. C'est pire. Mais surtout avec cette obligation de, tu peux pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Donc, si t'as envie de ken à 17 ans, enfin voilà. Je pense que c'est pour ça que les gens se mariaient. Mais bien sûr, ma mère, elle s'est mariée pour ça. Et puis parce qu'il y avait des accidents aussi. Mais bien sûr. Tu entends des histoires où, le bébé était prématuré, ils se sont mariés et directement il y a eu un enfant dans les X mois. Arrêtez les meufs. Je vais pas dire la plupart, je vais pas exagérer, mais beaucoup d'entre elles arrivaient déjà avec un polychinelle dans le tiroir au moment où elles se mariaient. À un moment donné, si c'est compté jusqu'à 10, tu comprends qu'il y a un stut. Les bébés n'étaient pas plus prématurés que maintenant, enfin. T'en fais, tu vas. C'est bizarre quand même, tous ces prématurés dans ce village, non? Oui, et quand tu essayes en fait d'en parler... C'est un gros tabou. Oui, c'est un gros tabou. En fait, très vite, elles sont sur la défensive. D'accord, tu as envie de dire que c'est pas vrai, tu restes sur ton idée, je reste sur la mienne. Alors qu'en vrai, moi, c'est pas du tout pour juger. Moi, je trouve ça marrant. Mais non, tu vois, la vérité. C'est une espèce d'hypocrisie, tu vois, d'un autre temps. Je dirais, à un moment donné, on est tous humains. Enfin, je dirais, en fait, on est des animaux et les animaux, ça baise, quoi. Désolée, en fait. At the lane. Non, mais il y a plein de trucs comme ça que je suis... mais parce que justement on a cette double culture. Ça, autant tout à l'heure on parlait beaucoup du côté positif d'avoir une double culture, ça c'est le revers de la médaille. C'est de voir, de remarquer des choses que les autres dans cette culture-là ne remarquent pas et se dire ouf, ça craint. Oui, tout ça au final c'est une chance. Et puis souvent aussi je me suis dit que ça permettait de remettre les choses en perspective. Totalement. Dans le sens où moi, je sais d'où viennent mes parents. Mes parents n'ont absolument pas fini même leur scolarité de base.
Ma mère, c'était la fille aînée, donc quelque part, elle a toujours été, genre, je pense, La la deuxième maman. Mon père, ses parents avaient des moutons, et donc vraiment, son enfance, c'était des genre, limite, ils allaient à l'école quelques heures, et après, ils repartaient parce qu'il y avait des obligations. C'était passer tout l'été au milieu de nulle part avec les moutons pour les faire manger. Quand tu entends toutes ces histoires, alors, ils en parlent pas du tout avec tristesse, hein. Ils disent vraiment qu'ils ont eu, je pense, une chouette enfance. Mais oui, tu te rends compte quand même que quand t'as 6 ans et que tu passes ton été au milieu d'un champ pour faire bouffer les moutons avec tes frères. Moi, à 6 ans, je regardais Club RTL, les dessins animés du matin, tu vois. Bon, clairement, on n'a pas eu la même vie. Et du coup, on s'est mettre en perspective et se dire, ok, nous, au final, notre enfance, elle était quand même... totalement. Elle était privilégiée, quoi. Juste dernier point. Ouais. J'ai vu ton regard changer, genre, attends, il y a un truc. Mais il y a un truc, en fait, qui, moi, m'a toujours un peu complexée. Ouais. C'est que je ne suis pas une pro de la culture mexicaine, mais je suis pas non plus une pro de la culture belge. Tu vois, j'ai un vieux zineux quoi. Ben ouais, en fait c'est ça, parce qu'il y a des fois où, tu sais, il y a des Belges qui sortent des références. Je ne connais, j'ai jamais entendu parler. Enfin, et tu sais, on te regarde genre en mode comment ça t'en as jamais entendu parler. Pareil au Mexique, il y a des fois mes cousines, mes tantes, elles parlent d'un truc, je suis là. Quoi elle parle, tu vois. Je vois ce que tu veux et dire. Donc, du coup, elles sont là en mode mais tu connais pas, maman. Et... Oui, parce qu'au final, t'as pas grandi là-bas, donc t'as pas toutes les références, genre de la télé, les références pop, tout ça. Enfin, plein de personnes qui sont connues là-bas, notamment justement les acteurs, les actrices. Enfin, tu vois, moi, tout ça, je connais pas les émissions de télé, j'étais des chanteurs et tout. Oui, je vois des fois un peu quand je suis au Portugal, mais enfin, tu vois, oui, il y a plein de références comme ça que j'ai pas. Et en même temps, quand je vois ce que ça donne, enfin, parce qu'au Portugal, on est quand même encore avec un gars qui chante en playback et puis 3 meufs derrière qui dansent à moitié à poil. Tu vois, c'est ça les émissions de télé quand un chanteur vient chanter. Ouais, non, c'est toujours sur des paroles, mais enfin, le gars qui écrit ça, mais c'est un poète, quoi. Hein, c'est toujours. C'est toujours. J'ai même pas les mots, en fait, vraiment. C'est très classe, c'est toujours très, très classe. Donc, ouais, moi, toutes ces références-là, comme tu dis, pareil, je les ai pas toutes. Et ce que tu dis par rapport à la Belgique est vrai aussi, c'est que comme à l'inverse, on n'a pas non plus grandi dans un foyer 100% belge, il y a plein de choses non plus que moi je connais pas. Je vois des références en matière de, tu vois, d'acteurs belges, tu vois, même au niveau de la cuisine et tout, les carbonades flamandes, moi je n'avais jamais entendu parler avant d'être avec mon ex. Et des trucs comme ça, juste on ne mangeait pas à la maison parce que c'est pas notre culture en fait. Donc ouais, c'est drôle ce que tu dis parce qu'on a une double culture et en même temps on est dans aucune des deux à la fois. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Je pense que tu m'avais dit ça une fois que ici, tu n'es pas assez belge et là-bas tu n'es pas assez mexicaine. Tu m'avais dit un truc comme ça une fois. Ouais. Eh ben c'est un peu ça en fait. Ouais. Parce que t'es un peu une étrangère dans les deux. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, mon nom de famille, tout de suite, tu crames que je viens pas d'ici. Moi aussi, même s'il est belge. Je fais 50 points au Scrabble avec mon nom de famille. En même temps, ouais, j'ai pas d'accent, mais j'ai pas un accent belge non plus. Souvent on dit que je dirais que je suis française alors que pas du tout. Et en même temps, quand je suis là-bas, bah oui, quand j'arrive dans mon petit village avec mon style, on sent bien que je viens pas de là. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, j'ai pas un accent portugais et tout le vocabulaire qu'il faut non plus tip-top tout le temps. Donc ouais, au final, où est-ce qu'on est? On a un grand mélange de plein de choses et au final... c'est vraiment ça, on est vraiment un mix. C'est une force, vraiment une force. Bien sûr, moi je pense que oui. Mais... en même temps, tu te sens un petit peu de partout et un petit peu de nulle part. Mais comme tu dis, c'est une chance, je pense. Parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, on a cette ouverture d'esprit, cette élasticité au niveau de notre manière de voir les choses. Tu sais, je pense que c'est pas pour rien, quelque part, qu'on est toutes les deux finies aussi avec un compagnon d'une langue et d'une culture différente. Enfin, parce que le tien est belge, mais c'est quand même une culture différente, on est d'accord. Totale culture on est d'accord. Je ne vais pas faire de bêtises en disant ça, mais on est d'accord. Ouais. Le côté francophone et le côté néerlandophone en Belgique, c'est absolument pas la même culture. Ouais, j'ai l'impression. Et en fait, le truc, c'est que de l'avoir dans ma vie, ça me fait réaliser qu'en fait, pendant toutes ces années où j'ai grandi en Belgique, je n'ai connu que la moitié de la culture belge. Bon, ça, on va jamais finir en fait cet épisode. Il y a tellement de choses à dire. Bah oui, mais parce qu'au final, cette double culture, c'est littéralement le truc qui nous a suivis toute notre vie et qui nous suivra toute notre vie. Ouais. C'est bon, on s'arrête, on va passer des heures et des heures là-dessus. Comme d'habitude, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, nous, ça nous ferait plaisir. Comme disait Lilo, si vous aussi vous êtes un mix de différentes cultures, un melting pot bizarrement assemblé comme nous, ben dites-le nous, ça pourrait être chouette aussi d'entendre vos petits bouts de vie.
Voilà. Voilà. Et on se capture les réseaux. C'est joliment dit ça. On se retrouve pile dans un mois pour le 6e épisode. Et en attendant, on vous fait des bisous. Et ouais, portez-vous bien. Bisous, bisous. Bisous.